Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Ces temps-ci, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est patrimoine haïtien. OK? Certainement, je m'inspire d'abord sur ce qui existe déjà. Exemple, je me dis, qu'est-ce qu'on peut apprendre à un jeune, je prends l'exemple d'un jeune de la communauté haïtienne qui n'a pas vécu en Haïti, dont ses parents ont émigré, qui a des choses qu'il ne peut pas voir. Qu'est-ce que je peux représenter physiquement qui pourrait l'intéresser? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le numérique, les frontières ont explosé. C'est pour la première fois que nous recevons à l'émission Moins C celui que j'appelle un artisan électronicien. Toutefois, nous devrions dire un maker, car il invente, il fabrique des objets utiles à son quotidien et aussi au vôtre en manipulant le numérique. Nous dirons un artiste moderne. De plus, il organise des ateliers avec les jeunes. Un artiste à rencontrer. Ce soir, nous vous l'offrons sur un plateau d'argent. Partagez le lien, abonnez-vous, mettez un pouce levé et écrivez un petit commentaire. Cela nous fera plaisir. À tout à l'heure. Libre cours. Florence Augustin, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doris Jean-Baptiste, Huguette Kansky, Cathy Castra, Jocenti La Rochelle, Jean-Yves Métellus, Réginald Noisette exposent bientôt. Libre cours. Libre cours. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Hans Ovid. Hans Ovid, très heureuse de te recevoir à l'émission Moins C. Tu connais le format de l'émission? Tu sais que nous allons te donner le proverbe que nous a préparé Berman Fleury. Okay. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. L'un des beaux proverbes haïtiens nous dit « Yo pas compter œufs dans ventre poule. On ne compte pas les œufs qui ne sont pas encore pondus. » À la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu en penses. Super. Hans Ovid, moi, je t'ai toujours connu dans l'électronique. Et je dirais à nos internautes que je t'avais même envoyé mon neveu pour l'initier à l'électronique. Et mon neveu a maintenant 40 ans. Donc, tu es un vieux de la vieille. OK? Mais avant tout, je n'ai jamais su comment tu as commencé avec l'électronique, quelle formation tu as eue. Est-ce que tu peux dire aux internautes quelle formation tu as eue pour en arriver là? D'abord, merci Florence de me recevoir dans ton émission et j'ai vu défiler une brochette d'artistes vraiment de nom, de renom. Alors vraiment, c'est tout un honneur d'être ici présent. Pour répondre à ta question, j'ai une formation en électronique. J'ai fait l'électronique au Canada haïtien, pas le collège, mais le centre technique, le centre de formation.
Et depuis lors, ben, j'ai toujours eu cette curiosité d'approfondir un peu et pas seulement rester au niveau, parce qu'à l'époque, on apprenait l'électronique pour la réparation, soit de radio, de téléviseur, etc. Moi, ça je ne connaissais pas, bien que ça m'arrivait de faire des réparations. C'était plutôt dans l'électronique pratique de faire comme des petits systèmes d'alarme, de faire des petits montages, tout ça. Et puis depuis là, ça m'est resté. Bien entendu, j'ai eu un parcours au niveau formation. Je me suis orienté dans d'autres domaines. Je ne sais pas si tu veux que je continue au niveau de ma formation. Mais oui, vas-y, on est curieux de savoir. D'accord. Alors, à part l'électronique, j'ai fait aussi la communication radio, journaliste. J'ai eu un certificat en journalisme et en relations publiques. C'était avec Jacques Maurice. Je sais que ce nom va évoquer des souvenirs pour certains. À part de ça, un petit peu plus tard, j'ai étudié les relations internationales. Bon, j'ai fait 3 ans. Je n'ai pas pu terminer, donc je devais venir ici au Canada. Et puis voilà. Et arrivé ici, j'ai fait une formation en enseignement. J'ai fait un bac en enseignement du français langue seconde. C'est mon premier emploi, je dirais, c'est mon emploi de jour. Donc, je suis enseignant en francisation pour des adultes immigrants. Mais parallèlement, je te dirais que je n'ai jamais lâché mon intérêt pour l'électronique, pour la science en général. Donc, j'étais toujours curieux au niveau de l'apprentissage des sciences et technologies. Étant en Haïti, même au primaire, au secondaire, je dévorais tout ce qui avait un rapport avec sciences, des livres, des revues de vulgarisation scientifique. Et donc, c'est la science en général. J'ai un intérêt pour la science en général, particulièrement l'électronique. Donc, arrivé ici, même en faisant mon bac, je pense que j'ai eu à faire des petits projets et avec mon enseignant formateur, parce que j'étais sous la supervision d'un enseignant. Donc, pendant mon stage, j'ai même fait, je pense que j'ai fait un projet sur les télécommunications, le code Morse. Donc, tout ça pour te dire que ça me colle à la peau, hein, la curiosité, l'intérêt pour l'électronique. Un petit peu plus tard, je vais fonder les ateliers Neuronix. Alors, voilà, les ateliers Neuronix qui m'a permis si tu veux, d'exploiter mes compétences en électronique, mon intérêt pour la science. Donc, c'est quoi les ateliers Neuronix, justement? C'est une entreprise qui fournit des services de vulgarisation scientifique. En d'autres termes, nous rendons la science plus abordable, plus accessible pour les jeunes, surtout les jeunes du primaire. Donc, où ils vont manipuler la science. On va faire des expériences concrètes. Par exemple, faire allumer une ampoule, c'est la base. Apprendre à connaître les différents composants électroniques, c'est un petit peu pour ceux qui sont un petit peu plus avancés. Sinon, des expériences sur le son, sur la lumière, c'est quoi le laser, l'infrarouge, etc. Mais naturellement, il faut voir, il faut être dans le bain pour voir. Souvent, il y a des gens qui me disent, mais au fait, qu'est-ce que tu apprends aux enfants? Mais c'est vraiment pratique. Il faut mettre la main à la pâte pour vraiment cerner concrètement ce que nous faisons. Mais le but, c'est de rendre ça accessible, de déclencher une étincelle chez l'enfant qui probablement va le porter vers les domaines scientifiques, qui va lui donner un intérêt à continuer. Et d'ailleurs, on a eu des parents qui nous font le témoignage que voilà, leurs enfants ont manifesté un intérêt pour la science. Mais c'est le cas pour ton neveu aussi. Là, tu me rappelles, vieux souvenir, c'était la base de tout début. On a commencé comme ça. Voilà. Alors maintenant, pourquoi les jeunes seulement? Ceux qui sont beaucoup plus âgés ne seraient pas intéressés à à te retrouver aux ateliers Neuronix? C'est une bonne question. J'ai commencé par le primaire pour plusieurs raisons. C'était peut-être... Il y a une demande au niveau des écoles et au niveau des bibliothèques, parce que j'ai offert mes services dans les bibliothèques publiques, les écoles. Donc, on essaie d'inculquer les notions scientifiques le plus tôt aux jeunes. Et ça se comprend parce que à l'âge de 7 ans, 9 ans,
c'est là de la curiosité. Donc, les jeunes, vraiment, en fait, moi, j'essaie de créer l'effet wow chez eux. Pas rendre la science au point de vue, comment je pourrais dire ça, très théorique, avec des équations, tout ça, mais c'est vraiment main à la pâte. On fabrique des affaires, on fabrique une petite auto, il joue, mais on fait passer des notions scientifiques, c'est la mécanique, la notion de force, champ magnétique, mais à travers vraiment soit des kits, des trousses, ou du moins des expériences où ils vont fabriquer un jouet. D'ailleurs, on utilise beaucoup de matériel recyclé, récupéré, pour inculquer aussi cette notion de préservation de l'environnement aussi. C'est comme la science, mais avec une certaine conscience aussi. C'est aussi une autre philosophie. Maintenant, quelle est leur réaction la première fois quand ils font connaissance avec ces matériaux? Tu sais, la réaction peut être variée, tout dépend de l'enfant, tout dépend du thème qu'on va aborder. Moi, je dirais en général, on va sentir un intérêt immédiat pour des jeunes qui sont déjà, je ne veux pas utiliser le terme en cours, mais qui ont déjà l'habitude de participer à des activités scientifiques ou même qui à la maison ont l'habitude de faire des activités manuelles. Donc, tu vas voir, il y a un enfant qui peut être un petit peu plus sceptique et puis il ne comprend pas et puis il attend que tu lui donnes un petit peu plus de consignes, etc. Par ailleurs, tu vas trouver des jeunes là qui vont être très, très autonomes rapidement. Et bien entendu, dans ce cas, lorsque tu as cette diversité au niveau de la clientèle, ben, j'aime bien favoriser le travail en équipe. Moi, personnellement, j'essaie de trouver une activité simple, mais ça, c'est avec l'expérience aussi. Au tout début, des fois, je faisais des activités où ça ne fonctionnait tout simplement pas. Ça va arriver. Mais avec le temps, avec l'expérience, mais il faut aussi écouter les jeunes. C'est-à-dire que moi, je les observe aussi. Et c'est peut-être cet aspect de l'enseignement, l'aspect pédagogique qui va m'aider beaucoup à vraiment structurer un petit peu plus mes ateliers pour que les jeunes puissent se sentir assez confortables et puis pour que je puisse utiliser un langage aussi qui est à leur niveau. Donc, ça peut varier. Souvent, on va chercher l'effet wow. C'est-à-dire, on est émerveillé avec une expérience où l'enfant découvre un phénomène ou encore qu'il découvre sa propre capacité à créer quelque chose. Ça peut être dans un atelier sur le codage, où par exemple, l'enfant va programmer un personnage, il crée lui-même son scénario, ou bien faire un petit robot. C'est l'atelier qui a eu beaucoup de succès, c'est le robot dessinateur. Comment l'enfant peut personnaliser un petit robot simple tout en apprenant les bases de l'électricité, puisque c'est lui qui va faire le circuit. Et puis, voilà, l'effet peut varier, tout dépend de l'activité. Mais le but, c'est vraiment de susciter cet émerveillement. C'est ça à la base qu'on doit faire en préparant l'activité. Hans, quel est ton plus grand défi quand tu enseignes cette technique aux jeunes? OK. Peut-être je vais apporter une précision dans la question. Je ne veux pas parler d'enseignement en tant que tel. Je me vois plus comme un animateur. Comme tu l'as dit dans l'introduction, je suis un maker. Le maker a cette philosophie d'aller à la découverte, d'essayer d'accepter de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Donc, ça veut dire on va mettre la main à la pâte, bien entendu, avec des enfants, et peu importe, enfants ou adultes, c'est qu'on priorise l'aspect sécuritaire d'abord. On s'assure que tout est sécuritaire. Mais sinon, des fois, on laisse l'enfant faire une découverte. Et ça m'arrive souvent de voir que des enfants me donnent une idée. Hey, monsieur, on peut faire ça comme ça. Et figure-toi, donc il faut être ouvert et ne pas toujours trop diriger l'activité. OK? Alors, pour répondre à ta question défi, c'est lorsque comment je pourrais dire ça? Ben, l'attention, obtenir l'attention des jeunes, ça, ce n'est pas seulement au niveau de la science, dans l'école en général.
les jeunes sont habitués avec beaucoup de distractions. Et là, je parle de cellulaire, je parle de tablettes, etc. Donc, ils veulent une récompense toujours rapidement et tout de suite. Et là, lorsqu'on fait quelque chose qui demande un petit peu plus de patience et de persévérance, il y en a qui ont tendance à décrocher. Là, il faut trouver la technique. Et il faut trouver la technique. Là, voilà, si tu fais une erreur, c'est pas grave, on va recommencer. Au contraire, on apprend des erreurs. Mais tu vois, des fois, tu dois gérer ça aussi. Comment garder leur attention? Je pense que c'est le principal défi. Mais en général, ça se passe bien. Ils vont réaliser que ça paye aussi de se tromper, d'apprendre de ses erreurs, en général. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu fais pour rendre le cours intéressant pour eux? Et je pense que tu as répondu à la question en disant que tu leur cherches tu cherches à capter leur attention. Absolument, absolument. Mais je pourrais ajouter quelque chose si tu permets. C'est que moi, avant de faire l'activité, je le fais moi-même. Et je dois sentir l'effet wow. Je le fais depuis. Mais si tu veux, ça, je le souhaite à tout le monde. C'est de garder ce côté émerveillement que nous avions eu en étant enfants, en étant très jeunes, que malheureusement, certains ont tendance à perdre. Moi, je n'ai pas le choix que de le garder, d'avoir cette fascination. Je vais te dire, Florence, ça peut arriver que je joue avec un aimant. C'est banal, ça. Mais j'essaie de sentir la force magnétique. Mais ça m'émerveille encore à mon âge. C'est une force qu'on ne voit pas, mais on sent sa présence, mais on sent qu'on fait beaucoup de choses avec ça, que ce soit les moteurs, que ce soit les générateurs, etc. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ce côté enfant, là, ça m'aide aussi à préparer les activités tout en souhaitant que je vais avoir le même effet chez l'enfant. Bon, Hans, on est déjà à la fin de la première partie, oui? Déjà? Mais oui, on est déjà à la fin de la première partie parce que moi, j'ai hâte d'aller plus loin encore avec toi parce que j'entends parler de 3D, d'autres choses. Donc là, je veux montrer aux internautes ce que tu fais de plus que les ateliers Neuronix. Parfait. À tout à l'heure. À tantôt. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Hans Ovid, un artiste d'un genre particulier. Il nous a parlé des ateliers Neuronix, ces ateliers qui le animent avec les jeunes. Maintenant, il va nous parler de 3D. Un artiste a toujours été quelqu'un qui transforme une idée, une émotion ou une réalité en une forme sensible qui fait réagir. Te considères-tu comme étant un artiste, un pédagogue ou comme un artiste qui enseigne à travers les sciences? Méchante bonne question. Écoute, je vais essayer de répondre à cette question, mais c'est sûr qu'elle est complexe pour plusieurs raisons. Si on se base sur la définition d'un artiste de façon classique, je ne vis pas nécessairement de mon art, d'un art en particulier, dans le sens où par exemple, quelqu'un qui peint, et puis là, c'est sa principale occupation. Par contre, si on parle de l'esprit, comme tu disais si bien, quelqu'un qui essaie de toucher, d'obtenir une réaction en transformant une idée. Dans ce sens-là, oui, je peux me considérer comme un artiste. Et comme je t'ai dit, je pense qu'on s'est parlé en coulisses aussi, à propos du phénomène maker, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un maker est un artiste? Un maker, qu'est-ce qu'il fait? En général, c'est des gens qui ont tendance à fabriquer eux-mêmes des objets.
Parfois, ce sont des objets de tous les jours, de la vie courante, mais ce sont des personnes aussi qui vont s'inspirer de ce qu'ils voient, qui vont transformer des objets qui existent déjà, qui vont innover. Je me vois en tant que maker dans le sens où je viens avec un concept, j'utilise des technologies qui existent et je vais aboutir à un produit ou un service. Produit, on le verra peut-être un jour, je vais te montrer un petit peu ce que je réalise. Mais c'est tout le processus, c'est tout l'idée d'aboutir à quelque chose qui va soit, dans mon cas, attirer l'attention des jeunes, véhiculer un certain savoir. Oui, je passe à travers tout ce processus de création, de concept, d'abord d'avoir une idée. Et tu as parlé du côté pédagogique. Oui, je dois avoir ce côté pédagogue puisque je travaille avec des jeunes, il faut avoir une structure, une façon d'apprendre. Donc, je me retrouve un petit peu dans tous les aspects. Est-ce que je suis un artiste en tant que tel? Un artiste qui est pédagogue, je dirais oui, d'une certaine façon. Mais je préfère rester avec l'idée, le concept de maker, qui est toujours une quête de vouloir transformer son environnement, apporter quelque chose, modifier des choses en utilisant la technologie. Tu l'avais dit tantôt, c'est comme, je dirais, un artisan des temps modernes. Voilà, qui fait appel à l'électronique parfois, à l'informatique, et qui va utiliser d'autres compétences artistiques, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Mais c'est le mot maker qui me laisse un petit peu, je peux dire, perplexe parce que ça, c'est un artiste. C'est un artiste. Par contre, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Le maker, un artiste n'est pas nécessairement un maker. Dans le sens où le maker a tendance à innover, et comment je le comprends, c'est une attitude aussi. Est-ce que je pourrais dire même c'est une mode? Tu sais, les gens, alors il ne faut pas voir l'aspect scientifique et l'aspect technologique seulement. Tu sais, les gens, les personnes qui, par exemple, au lieu d'acheter du pain, qui disent, ah, moi, je fabrique mon pain. Moi, je fabrique mon savon. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est un mode de vie où tu ne te contentes pas de consommer, mais tu apportes ta touche aussi. Il existe une large communauté et on pourrait passer une émission à faire la distinction entre d'abord un bricoleur, un artiste et un maker. Moi, je pense que le maker peut englober différents aspects artistiques, scientifiques, mais l'artiste, il reste cloisonné dans un secteur particulier. Est-ce qu'il est considéré comme un maker? Ça me donne la curiosité d'aller approfondir. On ne va pas rester sur la terminologie, mais c'est un concept qui évolue aussi. Mais ce que je peux dire, la communauté des makers a des artistes, a des artisans, a des scientifiques et a des enseignants aussi. On peut être maker en appartenant à une de ces catégories-là. Peux-tu nous expliquer comment tu passes d'une idée à un objet quand tu prépares tes œuvres en 3D? C'est une bonne question. Des fois, ça peut venir de façon spontanée ou bien ça peut venir d'une observation. Exemple, ces temps-ci, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est patrimoine haïtien. OK? Certainement, je m'inspire d'abord sur ce qui existe déjà. Exemple, je me dis, qu'est-ce qu'on peut apprendre à un jeune, je prends l'exemple précis, d'un jeune de la communauté haïtienne qui n'a pas vécu en Haïti, dont ses parents ont émigré, qui a des choses qu'il ne peut pas voir. Qu'est-ce que je peux représenter physiquement qui pourrait l'intéresser? Mais pas l'objet en tant qu'objet seulement, mais comme un vecteur pour apprendre l'histoire de son pays. Donc, en regardant des images ou des livres, en feuilletant des livres, ou peut-être une idée peut venir de façon spontanément. Et puis là, moi, je vais me dire, comment on peut représenter cette image, cette idée en 3D? Ça peut être, je prends l'exemple de la statuette.
On peut parler directement du Negbaron. Mais le Negbaron, beaucoup d'artistes l'ont peint. Il y a beaucoup de représentations. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de représentations numériques en 3D. Par contre, je me suis basé de cet élément culturel, patrimonial, pour arriver à la conception en 3D, en voyant d'abord, moi n'étant pas directement artiste, je collabore à des dessinateurs aussi. Hein. Par contre, je dois utiliser l'outil numérique pour rendre ça transmissible pour l'impression 3D. Donc, je travaille en collaboration avec aussi des artistes ou des images libres de droit pour arriver à certaines conceptions. Exemple, le Negbaron, on peut pu le conceptualiser et le mettre en format numérique pour aboutir à un objet 3D qui va donner ceci. Je pense que au-delà de l'objet physique, il y a toute la symbolique qui est derrière ça. Tu prends un jeune, tu lui expliques, d'abord il va être attiré par la forme, mais ça peut être un prétexte pour lui parler de l'histoire d'Haïti, de ses origines, des événements qui ont eu lieu pour arriver à l'indépendance, tu vois. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'affaires dans ce domaine. Et ça, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Comment transmettre le patrimoine, des éléments du patrimoine culturel historique haïtien à la nouvelle génération en utilisant la technologie. Alors, le Negbaron que tu nous as montré là, c'est quelle matière? C'est du plastique? C'est du PLA, mais qui vient sous différentes, comment je peux dire, textures. Tu peux avoir la texture en bronze. Tu peux avoir différentes textures en marbre. Je suis en train de tester différents. Le côté argenté aussi. Parce que je ne peux pas me figer seulement. Ben, la représentation authentique, le Negbaron est noir. Il n'est pas marron, il est vraiment noir. Par contre, je me dis, on peut insérer un aspect déco. C'est là où l'art entre en ligne de jeu, tout en respectant l'œuvre initiale. Mais pourquoi un Negbaron ne serait pas en argent? OK, tu comprends ce que je veux dire? C'est là où on va un peu sortir des sentiers battus, essayer d'innover, de venir avec d'autres choses. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans ce domaine-là. Je pense que ça pourrait être un élément intéressant pour faire la transmission avec nos jeunes qui déjà s'intéressent à la technologie, mais peut-être qu'ils lisent peut-être moins, ce que je ne souhaite pas, mais qui ne vont pas nécessairement ouvrir un bouquin d'histoire. Comprends-tu? Donc, je pense qu'un enseignant peut aussi faire appel à ces outils-là, ces moyens technologiques. Et moi, c'est ce qui me fascine. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Tu as parlé de PLA, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. C'est une matière, Une matière plastique, mais pas le plastique brut tel qu'on le connaît. Il est écologique, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais il y a différents types de matières aussi au niveau de la... Je ne peux pas rentrer dans la technique. Je dois te dire, ça fait 2 ans que je m'intéresse à l'impression 3D. Donc, c'est un domaine dans lequel j'apprends encore. Tu vois? D'après toi, quel rôle peut jouer la technologie dans l'avenir des jeunes? Moi, je pense que la technologie joue déjà un rôle important dans le sens que elle façonne leur façon de communiquer et à nous aussi, adultes, notre façon de communiquer. Elle est omniprésente à l'école, dans le marché du travail plus tard. Et donc, on pourrait se dire aussi comment préparer les jeunes aussi pour façonner la technologie de demain, dans un certain sens. Et moi, mon but aussi, c'est qu'ils ne soient pas uniquement des consommateurs de technologie.
comment eux, ils peuvent, à travers des projets, penser à réaliser, je ne sais pas moi, un instrument, un système qui va aider d'autres personnes, d'autres communautés. Comment utiliser, là on a vu pas mal, on peut voir pas mal d'exemples sur Internet. Comment la France, par exemple, utilise la technologie pour faire du paiement en ligne, utilise la technologie mobile pour faire des transactions bancaires. Je ne sais pas si tu as vu le film ou j'ai oublié le nom du film, mais les gens vont voir de quoi je parle, un jeune Africain qui a fait un système électrique à partir d'une roue de bicyclette pour générer l'électricité dans son village. Oui. Dans son village. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on veut inspirer. Dire que qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer soit les conditions de vie d'autres personnes, qu'est-ce que tu peux apporter dans la société de positif le plus que possible. Okay? Parce que la technologie, oui, si elle n'est pas encadrée, si on n'inclut pas des notions d'éthique aussi, elle peut être négative. Ouais. Mais je pense que les jeunes ont besoin plus d'encadrement que de, comment je pourrais te dire ça, ils sont déjà dans un environnement où ils sont baignés par la technologie, mais comment les rendre responsables et surtout développer cette créativité que eux aussi peuvent être des acteurs qui vont créer des choses, que ce soit des machines. Des fois, lorsque je parle à mes jeunes, là, et durant les ateliers, je leur dis, c'est vous qui êtes la génération qui allez travailler avec des robots. Ça encore, c'est un autre sujet, on peut être pour ou contre, mais c'est ça la réalité. Ils vont devoir travailler avec l'IA, avec les robots, les machines. On est entré dans un autre monde. Donc, justement, j'allais te parler de l'IA. J'allais te demander si tu pratiques souvent et qu'est-ce que tu penses de l'IA par rapport aux jeunes? Moi, je pense que c'est un outil puissant. Je l'utilise certainement. Et j'ai réalisé très tôt. En fait, il y a quelques années, on va dire, mais peut-être 4 ans de ça, je faisais des présentations parce que, comme je te dis, j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est avant-garde. Je savais techniquement c'était quoi l'IA, mais le voir ça se développer rapidement, je pensais que je n'allais pas le voir de mon vivant, les réalisations que nous voyons maintenant. Dès les années 50, là, on travaille sur l'IA. Maintenant, ça devient concret, ça vient dans notre quotidien. Tu ouvres ton téléphone, Florence, on te propose, veux-tu utiliser l'IA pour générer telle chose? On y est déjà. Maintenant, comment préparer les jeunes à l'utiliser de façon efficace pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de l'humanité? Ça, je n'ai pas la réponse. Maintenant, c'est ça aussi le défi de l'enseignement. C'est quoi l'école va faire de tout ça? Est-ce qu'on peut arrêter le progrès, entre guillemets? Est-ce qu'on va le bannir? Je ne pense pas. Alors là, c'est tout le monde qui est concerné. Le parent, l'école, je ne sais pas moi, les autres instances juridiques, gouvernementales, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il ne faut pas laisser ça aux mains seulement des concepteurs de systèmes. Il faut avoir une certaine éthique aussi. Et ça, c'est un débat qui devrait intéresser même les organismes communautaires. C'est que quels sont les risques d'erreurs qu'on peut avoir parce que l'IA va prendre des décisions juridiques. On est presque rendu là. Dans certains pays, c'est peut-être déjà le cas. Et avec tout ça qu'on porte comme erreur, comme impact pour la vie des gens, il y a des gens qui préfèrent faire l'humain, il y a des choses que l'humain ne peut pas faire. Moi, je reste persuadé que l'IA, certainement, va remplacer beaucoup de tâches. Et je le vis au quotidien. Des choses qu'on faisait, qu'on pouvait faire avec un certain savoir, mais l'IA le fait beaucoup plus rapidement et souvent de façon plus efficace. Maintenant, est-ce que je dis que l'IA, il n'y a pas d'erreur? Est-ce que je dis qu'il faut remplacer tout système, toute forme de travaux humains qui demandent de l'empathie, qui demandent la communication humaine? Non. Mais par contre, on devra gérer tout ça.
Tu vois, c'est un sujet assez complexe. Tu pourrais faire une de tes émissions, Florence. Dis-moi, comment tu vois l'IA au niveau du travail que tu effectues là? Ben, l'IA est un outil pour moi que j'utilise, certainement. Comme je te dis, moi, pour moi, c'est une extension. Quelque chose qui me prendrait trop de temps, même au niveau de la conception 3D aussi. Mais oui, je dois l'incorporer. Je te dirais que, sans fausse modestie, c'est peut-être une de mes forces. Je suis capable de combiner plusieurs technologies pour arriver à réaliser un produit, ou même à concevoir mes produits. Mais il faut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de... Souvent, les gens disent, ben, l'IA va remplacer tel domaine. Moi, je pense que quelqu'un qui est dans un domaine, tu es plus apte à mieux utiliser l'IA que quelqu'un qui est novice. Je prends un exemple. Florence, toi, tu es artiste peintre, tu as beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences. Si je demande à l'IA, et souvent je le fais pour réaliser des images, je demande à l'IA, je veux une image d'un enfant qui joue dans une cour de récréation. D'accord? Je vais être assez technique. Je vais lui dire, OK, je veux telle caractéristique, l'enfant porte un pantalon. Mais toi, tu es capable d'entrer dans les détails plus que moi. Parce que tu vas entrer dans les nuances de couleur. Je veux que telle teinte de gris, etc. Moi, ce n'est pas mon univers de façon naturelle. J'essaie de l'apprendre. Mais c'est une façon pour dire, les gens vous avez une compétence dans un domaine. Non, au contraire, l'IA va être à votre service. Vous ne devriez pas en avoir peur d'être remplacé. Au contraire, vous pouvez avoir une longueur d'avance. C'est comme pour les jeunes maintenant. On craint qu'ils vont utiliser l'IA pour écrire. C'est vrai. Mais quelqu'un qui sait déjà écrire, bien, vous êtes capable de corriger un texte que l'IA va générer. Vous avez la capacité d'analyser, de critiquer. Peut-être c'est ça qu'on devrait apprendre aux jeunes aussi, d'avoir un sens critique et peut-être d'être prudent avec l'utilisation de l'IA. Moi, je trouve que c'est un outil fascinant, mais pour les jeunes, il faut les encadrer. Ça prend une base, ça prend une éthique, ça prend un accompagnement. De là que des spécialistes devraient se pencher sur ça pour assurer cette transition. On est dans une époque de transition. On va vers des technologies beaucoup plus puissantes. Mais si on parle des ordinateurs quantiques qui vont changer la donne en informatique, ça, c'est un autre sujet passionnant, Florence. Mais je suis content que tu aies mis cette touche-là parce que moi, depuis longtemps, je voyais que l'art va être affecté, va être affecté comme ça. Et là, c'est une façon pour dire que aussi les artistes devraient embrasser l'IA. Ils n'auront pas le choix aussi dans une certaine Oui, mais toi, tu as dit quelque chose là qui est réel. Quand tu parlais de peinture, nous autres, tu sais, je sais avoir cette conversation avec mon professeur. Florence, les gens seront toujours à chercher l'original. Absolument. Mais de qui parle-t-il? Parce que la jeunesse qui vient là, Elle est habituée à tout ce qui est artificiel. C'est ça. Est-ce que les originaux vont les intéresser? Mais il faut parler leur langage aussi. C'est peut-être ça la clé. Oui. Mais tu as dit une chose très intéressante, c'est que si on demande à IA de faire un tableau, de réaliser un tableau, le peintre ira dans des détails que l'IA ne peut pas. Oui, tout à fait. Mais aussi que la personne qui demande, le commun des mortels, ne saura pas. Moi, je dis, je ne peux pas entrer dans des détails. Par contre, mais fais attention, l'IA est capable de beaucoup de nuances artistiques. Oui. Beaucoup de nuances artistiques, mais toi, tu es plus habilité à le corriger, à spécifier qu'est-ce que toi, tu as besoin. Moi, je vais dire, ça, c'est beau, je prends cette image. Mais toi, tu peux dire, maintenant, jaune, ça, là, j'aime pas, ça ne correspond pas à l'ambiance que je veux. Tu comprends? C'est pourquoi je dis que la culture, je ne l'ai pas dit comme ça, mais la culture, avoir une culture à la base, tu peux mieux communiquer avec l'IA. Et je préfère m'arrêter parce que sinon... On ira très, très loin avec l'IA. Bon, nous allons faire notre deuxième pause, Hans. Et puis, moi, j'ai hâte de savoir ce que tu penses de notre proverbe.
Ah, c'est ça. À tout à l'heure. Attends. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Hans Sovid. Il nous a parlé des ateliers Neuronix qu'il dirige, là où il encadre les jeunes. Il nous a parlé de 3D, des pièces qu'il réalise en 3D. Et nous avions eu une belle conversation sur l'IA. Maintenant, Hans, si tu le veux bien, je sais que tu n'as pas seulement les pièces en 3D, tu as d'autres productions. Est-ce que tu peux montrer aux internautes ce que tu réalises d'autres? Bien sûr, Florence. Merci pour cette opportunité. D'abord, à la base, j'ai commencé avec des kits scientifiques. J'en ai pas mal dans différents domaines sur de l'électricité. Celui-là, c'était vraiment de base sur l'électricité statique, faire des expériences avec l'électricité statique. J'en ai sur l'électricité pour faire fonctionner un moteur. Et souvent, je vais accompagner ces trousse scientifiques avec un code QR où le parent peut télécharger le manuel. Il y en a beaucoup qui sont en développement. Il y a d'autres, alors pour les aspects artistiques, ça peut être des petites décorations, OK, que je vais mettre dans des petits cadres qui peuvent aller sur le bureau. Je prends des thèmes culturels, des thèmes, comment je pourrais dire, scientifiques aussi. Ça, c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, je faisais un coffret pour présenter des scientifiques et inventeurs noirs. Mhm. Et quoi d'autre? J'ai déjà montré la statuette. La statuette, je dirais qu'il y a beaucoup d'amis qui me contactent. S'il y a des intérêts, les gens peuvent me contacter aussi au niveau des statuettes parce que ça fait ça forme une bibliothèque assez bien, tout en apportant la dimension symbolique. Pour nous, Haïtiens, on sait ce que ça veut dire le mouvement. Là, je travaille sur, peut-être tu vois de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la citadelle, la Ferrière. Oh, très joli. Je travaille dessus, merci. Et puis voilà, donc c'est ça, je m'entoure d'artistes, de dessinateurs aussi. J'ai une base en conception, modélisation 3D, mais moi, j'aime travailler en équipe avec des gens qui ont des connaissances un peu plus pointues dans un certain domaine. Là encore, c'est un aspect, Florence, qui est super important dans l'apprentissage. Ce qui, peut-être moi, de mon époque, à l'école, qu'on manquait, cette collaboration en équipe. On est plus fort en joignant nos compétences. Tout à fait. Voilà, donc je souhaite véhiculer ce goût-là à utiliser la technologie pour l'art, pour la culture, pour le savoir. J'espère que les jeunes en fait, qui viennent apprendre. C'est aussi la relève qu'on peut faire à Florence. On souhaite qu'ils utilisent la bonne outil. Oui. Et à ce sujet, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aimerait se lancer dans l'électronique ou bien dans la création 3D? Je dirais que d'abord, de partir de quelque chose qui t'intéresse. Ça veut dire, est-ce que tu as un intérêt particulier? Est-ce que tu as toujours rêvé de créer, je ne sais pas moi, un outil pour que tu apprennes? Exemple, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu as voulu créer quelque chose qui te permet de comprendre, je ne sais pas moi, comment fonctionne un élément dans la nature? Part d'un intérêt, de quelque chose qui vient te chercher. Ça peut être dans un secteur aussi normal que la cuisine. Okay? Parce que la cuisine, c'est rien d'autre que de la chimie, combiner des éléments. Part d'un intérêt et reste ouvert d'esprit, sois curieux, la curiosité. Pour moi, là, c'est le mot-clé.
d'être curieux, de vouloir comprendre comment les choses fonctionnent, d'aller au-delà de ce que tu vois. Et souvent aussi, à un moment donné, il faut mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que je peux tenter de faire? Et tu n'as pas besoin d'inventer vraiment la physique nucléaire. Là, okay? Parle de quelque chose qui est chez toi qui ne fonctionne pas. Okay? Tu passes dans une... Je prends toujours un exemple. Tu passes à travers une porte chez toi et puis ça grince. Mais au lieu d'aller payer à quelqu'un, je ne dis pas que les autres ne doivent pas gagner leur vie, mais essaie de trouver, c'est quoi, l'huile que tu dois mettre, quelque chose, qu'est-ce qui coince. Essaie d'avoir cette curiosité. Et là, c'est l'attitude du maker aussi, tu vois. Essaie de réparer avant même d'aller faire appel à un spécialiste. Naturellement, lorsqu'il s'agit de quelque chose de pointu, de dangereux, là, c'est autre chose. Mais chez toi, il y a ton séchoir qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le fil qui est coupé? Au moins, aie cette curiosité. Tu vois, ça parle de choses aussi banales que ça. Et c'est de développer cette attitude, de vouloir savoir. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dès mon enfance. Comment fonctionnent les choses? Ouais, c'était l'extrême aussi. Des fois, je brisais mes jouets pour voir les choses. Et là, n'empêche que le séchoir, là, il faudrait que ça soit une expérience avec un parent, parce que absolument, absolument. pas savoir ce que c'est et puis se lancer là-dedans comme ça. Tout à fait, tout à fait. Mais là, j'avais plutôt en tête un adulte là, pendant que je parle, mais oui. Tu as tout à fait raison. Bah, Hans, le proverbe, nous pas compter œufs dans ventre poule. Nous pas compter œufs dans ventre poule. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, ça veut dire ça fait appel au côté concret, au côté rationnel. C'est de ne pas trop rêvasser non plus, bien qu'il faut rêver, c'est important de rêver, mais ne pas rêvasser. Il faut tenir compte de la réalité de ton environnement, de ce qui se passe autour de toi. Observer. Mais aussi, sois concret. Fais face à la réalité. Voilà, c'est ce qui me vient en tête. On va entendre ce que nous dit Berman Fleury. OK. Yo pas compter œufs dans votre poule. On ne compte pas les œufs qui ne sont pas encore pondus. Alors, c'est un peu l'équivalent d'un autre proverbe haïtien qui dit « Pas acheter chat dans ma coute, n'achetez pas un chat dans un sac ». Donc, lorsqu'on prend des décisions, il vaut mieux avoir toutes les informations et non pas compter sur la pensée magique. Donc, même si en réalité, on peut avoir des moyens scientifiques pour avoir certaines informations, mais l'important, c'est d'avoir de vraies informations sans que ça soit par la pensée magique qu'on prenne les décisions. Tu vois, Hans, avec d'autres mots, Berman a dit la même chose que toi. Il faut connaître, il faut avoir les vraies informations. Tu l'as entendu? Ah, mais c'était assez inspirant, là. C'est profond, c'est profond. Tout à fait. Wow. Eh bien, là maintenant, si je veux m'inscrire aux ateliers Neuronix, qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je n'ai pas d'atelier ouvert, mais bientôt, ça va être un atelier sur l'IA, sur demande. J'ai vraiment des collègues qui me demandent ça depuis longtemps. Parce que cette temps-ci, je suis plus... avec FOVA International, j'ai un atelier pour les jeunes, mais c'est déjà complet. Par contre, pour l'atelier sur l'IA, les gens peuvent me contacter. Mais là, c'est du concret, là. Ça veut dire comment utiliser l'IA pour réaliser tes projets. Et bien entendu, il y a des aspects théoriques, tout ça. Mais là, c'est vraiment pour les nouveaux, là. Les gens pour qui ça demeure encore un mystère, on peut me contacter. On te contacte où? On t'écrit? Tu peux m'envoyer un message sur les médias sociaux, les ateliers Neuronix, ou bien dans le 514-823-5190. Mais aussi, ceux qui sont intéressés aux statuettes, voilà, peuvent me contacter aussi. J'ai une équipe qui travaille avec moi pour la conception, mais on a une demande ces derniers temps. Eh bien, l'émission, moi, c'est te remercie
Moi, je te remercie, Florence, pour ton travail immense auprès de la communauté des artistes. Et là, tu embrasses à la fois la technologie et l'art. Je trouve ça fascinant. Et puis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Il faut se moderniser. On n'a pas le choix. Allez, à bientôt. Hans. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était avec nous Hans Sovide. Nous avons plongé avec lui dans la technologie. Donc, il ne faut pas rater le train, il faut se mettre à jour. N'est-ce pas? Donc, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Moi, c'est merci de votre fidélité. N'oubliez pas, envoyez-nous un petit commentaire. À bientôt. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.